Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et merci de participer à cette conférence sur la résistance à l'interférence, à l'ingérence, une conférence en partenariat avec l'ESSEC, dont j'ai le plaisir tout de suite de vous présenter, en lien avec l'ESSEC, bien entendu, Frédéric Charillon, à ma gauche, professeur d'université, donc à Paris-Cité, et à l'ESSEC, internationaliste, politiste, auteur notamment, et c'est ce qui explique aussi sa présence, surtout d'ailleurs, auteur du livre « Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits » chez Odile Jacob en 2022. À ma droite, Madame Olivera Injak, qui est maire de Podgorica, la capitale, les étudiants, les lycéens, la capitale de quel pays, Podgorica? Monténégro, merci. Donc, elle est également docteure en relations internationales et elle est accompagnée de Madame Liliana Skepanovic, qui est directrice des relations internationales donc à la ville, à la municipalité de Podgorica, et que je remercie également. Et puis, avec nous, très très loin, mais alors très loin, elle a dû se réveiller très tôt ce matin, eh bien voilà, Madame Nancy Snow, que l'on salue, professeure émérite à l'Université de l'État de Californie et spécialiste en diplomatie publique. Alors merci d'être venus si nombreux. Moi je m'appelle Gaëtz Minassian, je suis journaliste au Monde. Le Monde est partenaire donc du Forum mondial de la paix à Caen et je suis aussi enseignant en relations internationales à Sciences Po Paris. Ma première question s'adresse à mes trois invités et je vais commencer par Nancy. Je leur donne 3-4 minutes pour nous présenter l'intitulé, la problématique, parce qu'il y a beaucoup de lycéens, donc c'est important d'être très pédagogue. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, Nancy? Merci de vous être réveillé si tôt pour nous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Nancy, l'ingérence, l'interférence? Qu'est-ce que vous inspire cette conférence de résister à l'interférence, résister à l'ingérence? Je précise que Nancy et Madame la maire vont s'exprimer en anglais et qu'il y aura une traduction simultanée en français. La parole est à vous, Nancy. Merci infiniment. Et j'ai également un doctorat en relations internationales. Donc, je suis très heureuse d'être sur scène avec ceux qui s'engagent à travers la planète et qui parlent de sujets d'ingérence, mais également d'information et de communication. Donc, je me concentre beaucoup sur l'intersection de les liens entre la propagande et la diplomatie, et je soulèverai ce sujet un peu plus tard sur notre panel. L'ingérence a une connotation négative, tout comme la propagande. La propagande est souvent vue comme une manipulation, comme utilisant la tromperie, la distraction pour nous écarter de ce que nous sommes vraiment, comment nous pouvons construire des communautés. Donc, on peut utiliser des mots, on peut utiliser un mot comme intrusion ou invasion, quelque chose de gênant, perturbant. Et dans notre vie moderne, nous sommes inondés par ces interférences ou ingérences. Et lorsqu'on parle de bruit, il y a tellement de bruit aujourd'hui, pas seulement en ligne, sur Internet, mais lorsque les personnes se regroupent, il y a du bruit qui provient des sponsors d'institutions, des publicités, que ce soit des relations publiques. Souvent, c'est là, est présent pour agir de manière impulsive, pour acheter quelque chose, pour contribuer à l'économie. Mais cela ne met pas nécessairement l'accent sur l'intégration des personnes au sein d'une communauté. Donc, je pense que nous avons besoin de surmonter beaucoup de ces ingérences, mais la question est comment le faire. Une des manières que j'essaye de prendre en compte pour le faire à mon niveau personnel, c'est d'avoir des moments de calme, de méditation pour m'écarter du bruit. Alors peut-être que ce n'est pas très politique ou théorique, mais je pense que lorsqu'on
on parle d'un sujet tel que celui-ci, on a notre chapeau d'intellectuel, mais nous avons également notre personnalité et nos efforts afin d'essayer de surmonter toutes ces interférences ou ingérences qui nous font du mal. Donc, est-ce qu'une ingérence, quelque chose qui est temporaire, est-ce que c'est une gêne temporaire, par exemple, lorsqu'il faut attendre, faire la queue longtemps à un aéroport? Ça peut être une ingérence, mais selon où vous allez, si vous allez dans un lieu très exotique, exaltant, pour aller voir des amis, peu importe les ingérences. Par exemple, une interférence, ça peut être une mauvaise information, une mésinformation, un questionnement sur ce qu'est la vérité. Ça, ce sera une ingérence et c'est comme un goutte à goutte, une petite goutte chaque jour qui vous écarte de la confiance que vous pouvez avoir en notre capacité de servir par rapport à des faits, comprendre les faits. Et je ne sais pas combien de temps je parle, j'ai vraiment envie d'écouter les autres panélistes également, mais j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, votre participation, dont la salle, donc les personnes dans la salle, vous vous engagez à résister contre les ingérences. Et donc, je vous invite toutes et tous à essayer de connaître d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui, parce que plus nous pourrons avoir un sens de société civile et plus nous aurons un élan pour nous combattre les parties les pires de l'ingérence. Merci Nancy, merci. Alors, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur, c'est très désagréable ici, sachez-le. Merci. Si on peut faire le nécessaire pour... merci beaucoup. Alors, vous avez tout de suite planté le décor, Nancy, manipulation, désinformation, méditation, faire attention à tout ça, la prévention. Je vais donner la parole à Madame la maire, Madame Injak, sur le même thème. Et en plus, vous êtes une personnalité publique, puisque vous avez une fonction politique importante. Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'ingérence, l'interférence? Quand vous avez eu accès à ce sujet, ça vous a inspiré quoi? Résister à l'ingérence, à l'interférence. Merci. Merci, bon après-midi à tous. Je suis toujours heureuse de parler devant des étudiants, car j'ai travaillé aussi à l'université et je suis toujours ravie de partager des idées et d'écouter la jeunesse parler, d'avoir leurs idées. Alors, pour moi, l'ingérence, alors, je vais commencer par une base personnelle, ce que ça représente pour moi, mais je suis, en tant que politicienne et académicienne aussi, enfin, universitaire, je vais parler de la région de laquelle je viens et du pourquoi et du comment. Donc, je viens donc du Monténégro. J'étais étudiante comme vous. Et pendant les 3 dernières décennies, il y a eu nombre d'ingérences dans la politique lors des élections provenant de différents acteurs, avec des moyens différents. Mais imaginez ce que cela veut dire pour la démocratie. En fait, vous votez pour une personne et la Serbie est un acteur majeur. Donc, leurs politiciens, habituellement, interfèrent dans les votes parlementaires et dans les élections en utilisant différentes méthodes, différents moyens, différentes sources pour utiliser des fausses informations. Et ils font usage de propagande également en utilisant également des mesures de corruption pour interférer, pour écarter des partis politiques, des entreprises, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une réalité. Il y a donc une énorme utilisation des fausses informations en ligne et hors ligne, les deux en même temps. Donc les médias et les histoires qui sont racontées dans le pays, dans la région, c'est quelque chose à laquelle nous devons faire face en permanence. Au quotidien, il y a différents partis qui font face à ces difficultés et je sais que je pourrais également parler de la propagande russe à laquelle nous faisons face également.
et cela de manière très dure, déjà, surtout depuis la guerre en Ukraine. À mon avis, pour l'utilisation de l'ingérence en politique, c'est assez évident pour moi. Et je dirais que un autre fait important pour les ingérences, cela sous-estime la démocratie. Donc il faut une confiance locale, une confiance des personnes dans les institutions afin de construire des relations entre les personnes, entre les partis politiques. Donc je suis certaine que ce sont des explications simples. Et chers élèves, chers collègues, j'espère que vous nous comprendrez, mais je suis ravie de parler de cela grâce à des exemples, parce que dans la société, alors moi je viens de la campagne et dans la région dont je viens, nous avons souffert depuis des décennies de différentes formes d'ingérence. Ça, c'est la réalité dans un monde post-soviétique, post-communiste, dans des pays post-communistes. C'est vraiment la réalité sur le terrain, ce que nous vivons au quotidien. Donc je vous remercie. Merci Madame le maire. La maire, pardon. Alors Frédéric, je me tourne vers toi pour poser la même question. Pareil, 3-4 minutes. Ce sujet t'a inspiré quoi? Toi qui as travaillé aussi sur les guerres d'influence, l'ingérence. D'abord, ce n'est pas la même chose, influence et ingérence. On peut avoir plusieurs échelles d'ingérence. Et en fait, en écoutant d'abord ta question frontale d'entrée de jeu et nos deux autres panélistes, nos deux collègues, je pensais en moi-même à la définition de la puissance. Vous savez que la puissance, il y a plein de mots, d'adjectifs plus exactement, en sciences politiques qui la définissent. Alors, vous avez tous sans doute entendu parler du soft power, qui serait la puissance douce par la séduction, du hard power, alors c'est la puissance dure par la contrainte physique, par la menace éventuellement, par le rapport de force. Mais on a édulcoré encore dans les dernières années, on a parlé de smart power. Hillary Clinton notamment, lorsqu'elle était secrétaire d'État aux États-Unis, parlait de smart power, c'est-à-dire la combinaison des deux premières, en disant il faut utiliser avec un dosage le plus intelligent possible, à la fois la capacité de coercition que nous avons et en même temps une capacité de séduction. Et puis, on a aussi inventé le concept de sharp power, c'est-à-dire la puissance aiguisée, la puissance qui fait mal, la puissance qui fait douter l'autre comme un sharp, c'est-à-dire aiguisé comme un couteau qu'on remue dans la plaie. C'est par exemple tous les régimes autoritaires qui, à force de propagande, de trolls, de désinformation, vont introduire le doute, notamment dans les publics des démocraties. Eh bien, je pense que pour l'ingérence, on a aussi ces 4 catégories. On a de la soft ingérence, de la hard ingérence, de la smart et de sharp. Alors, c'est quoi la soft ingérence? Ce serait une façon, effectivement, de séduire un public à l'extérieur ou n'importe quel autre public, s'immiscer dans ces processus de décision, inviter, par exemple, des élites à venir visiter dans le pays, parfois inviter des élites, voire peut-être d'anciens premiers ministres, à participer à des boards d'entreprises ou des choses comme ça. Ce serait la smart ingérence, c'est-à-dire qu'on s'immisce dans la vie politique d'un autre pays, soit en invitant ces élites, soit en participant à sa vie politique. L'ingérence plus hard, hein, c'est là, ça peut être violent, ça peut être physique, ça veut dire ça peut être l'invasion, mais Nancy a déjà parlé de tout ça tout à l'heure. Ça peut être l'intimidation, ça peut être la menace, c'est-à-dire vous êtes en train de faire des choses qui ne regardent pas que vous, nous vous ordonnons d'arrêter ou de faire autre chose. Ça, sinon vous aurez des représailles. Ça serait l'ingérence hard. Vous avez l'ingérence smart, c'est-à-dire intelligente. Ce serait quoi? Ce serait un mélange des deux. Ce serait faire sentir à quelqu'un qu'il a intérêt à changer son comportement dans ses affaires intérieures, mais sans forcément utiliser la menace, en faisant comprendre qu'on a les moyens d'utiliser la force, mais sans l'utiliser. Et puis,
l'ingérence sharp, c'est quelque chose que nous subissons régulièrement avec les trolls, la désinformation, les chaînes d'information qui sont très liées à des régimes politiques étrangers et qui diffusent de l'information pour faire douter notre public. Vous avez comme ça en France toute une série de chaînes d'information qui sont financées par des puissances étrangères, en France, en Europe et un peu partout, mais et dont on a bien compris qu'elles étaient là pour déstabiliser. Alors dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, on insiste dessus. Dès qu'il y a une dissidence ou un désaccord, on insiste dessus. Vous avez des chaînes qui vont de RT jusqu'à d'ailleurs AJ+, et beaucoup d'autres. Alors tout ce qui est évidemment émeute, tout ce qui est anti-vax, tout ce qui est grève, tout ce qui est etc., même si c'est parfaitement légitime parfois et que ça correspond à un droit, je pense à la grève, d'autres vont s'immiscer, vont s'ingérer dans notre vie nationale pour mettre de l'huile sur le feu, pour parler de façon triviale. Voilà, donc il y a tout un panel d'ingérences qui peut être plus ou moins douce, plus ou moins menaçante, plus ou moins même violente. Alors, merci Frédéric, parce que tu as un peu dressé une forme de typologie des ingérences, sans entrer trop dans le détail. Mais l'ingérence, finalement, dans l'histoire de l'humanité, a toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Dans ce monde globalisé aujourd'hui, dans la mondialisation dans laquelle on est, qu'est-ce qui fait la spécificité? Est-ce que ce n'est pas ambivalent, ingérence et monde interdépendant? À partir du moment où le monde est globalisé, ben oui, l'ingérence est là. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette ingérence aujourd'hui? Peut-être que Nancy peut commencer à répondre à cette question. Dans ce monde globalisé, Nancy, il n'y a pas une contradiction avec l'ingérence? L'ingérence, elle est là, elle est intrinsèque à cette globalisation. You have the floor. Oui, effectivement, merci. Il nous faut parler de la réalité, de vivre avec l'interférence, avec l'ingérence. Et j'aimerais rajouter qu'il y a un certain bénéfice pour moi parce que je vis en partie à Tokyo, au Japon. Alors, si vous voulez parler d'ingérence, le Japon est dans une situation qui n'est pas enviable au niveau de son code postal, si vous voulez, parce que c'est entouré des États autoritaires qui ont l'arme nucléaire. Donc, au Japon, de manière régulière, on entend parler, où on reçoit parfois même des alertes sur nos téléphones concernant des tests nucléaires venant de Corée du Nord. Et alors que vous parliez, j'ai commencé à réfléchir à la mondialisation. Et bien sûr, c'est aussi en lien avec l'histoire de la propagande. Lorsqu'on vit dans l'ère nucléaire comme nous le vivons, avec cette menace d'aliénation nucléaire, ce qu'on appelait avant MAD lors de la guerre froide, c'est une interférence ultime. On pourrait bien sûr rajouter à cela le changement climatique, les changements dans l'environnement. Je rentre tout juste du Japon où pendant l'été, une grande partie des pays d'Asie, l'été a été tellement terrible et presque mortel pour certaines personnes à cause du taux d'humidité, à cause de la chaleur, de ce qu'on appelle la canicule qui était avant temporaire. Et ensuite, vous aviez un temps plus modéré. Cette canicule n'est jamais partie. Cette canicule est restée. L'humidité est restée, a vraiment impacté la qualité de vie dans ces pays. Pour beaucoup d'entre nous, nous pensions que c'était vraiment là la preuve d'un monde qui est fatigué, d'un environnement qui a besoin de plus de protection. Je ne sais pas si on veut mettre cela sur la table également. Mais nous parlons vraiment de vivre avec cette réalité, ces interférences, les élections, la politique. Inutile de vous rappeler que nous sommes en plein milieu d'une autre année avant d'élire notre prochain président aux États-Unis. Et nous avons un ancien président qui est poursuivi, oui, pour plusieurs cas. Et nous avons beaucoup de cas aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent même plus parler de politique. Les gens sont tellement fatigués de tout cela et cela leur pompe toute leur énergie.
Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et je dirais aux étudiants, et j'essaye d'être optimiste dans tout ce que je fais, mais en même temps, mais je suis en fait une optimiste réaliste en même temps parce que je vis dans cet environnement lorsque je suis en Asie de l'Est où je suis tout à fait consciente des accidents qui pourraient se produire, des dégâts qui pourraient se répandre un peu partout. Mais c'est un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a tellement de choses, de cas, de scénarios catastrophes qui pourraient se produire un peu partout. Donc, comment est-ce qu'ensemble, de manière collective, nous pourrions vraiment garder la tête froide pour travailler ensemble vers un changement durable et garder cet optimisme et être plein d'espérance? C'est ce que j'aimerais pouvoir offrir à la prochaine génération pour qu'ils suivent dans ces traces. Merci Nancy. Madame la maire, vous êtes à la tête de la capitale du Monténégro, qui est un pays en transition, qui a connu le totalitarisme à l'époque de la Yougoslavie et donc le régime communiste. C'est une puissance, le Monténégro est une puissance, mais c'est une petite puissance par rapport aux géants qui sont autour, c'est-à-dire la Turquie, l'Union européenne, la Chine, la Russie. Est-ce que le Monténégro, à votre avis, a les moyens de résister contre les différentes formes d'ingérence dont a parlé Frédéric? Et comment? Merci. Il faut que je commence par cela. La question qui m'inspire beaucoup, et votre collègue a mentionné donc différentes approches, le soft power, le hard power. Au Monténégro, nous sommes vraiment face à ce qu'on appellerait le sharp power, donc une interférence vraiment très aiguisée avec beaucoup d'acteurs mondiaux. Vous pouvez imaginer un petit pays comme le nôtre avec 600 000 personnes, 600 000 habitants, dans une région très belle, avec une région côtière. J'étais surprise au cours des 15 dernières années combien d'intérêt nous avons suscité de la part de différents acteurs. Et la clé, lorsque nous sommes devenus membres en 2017 de l'Union européenne, pour un petit État avec d'autres grandes démocraties, pour nous, la meilleure manière de résister de l'OTAN, quand nous sommes devenus membres de l'OTAN plutôt, donc pour devenir membre d'un groupe d'alliés beaucoup plus grand. Donc l'OTAN nous a apporté une stabilité, pas tellement encore au niveau économique et politique. Et nous sommes candidats pour devenir membres de l'Union européenne et donc j'espère que nous pourrons stabiliser notre démocratie pour vraiment faire partie de l'Union européenne, c'est-à-dire que les citoyens, pour les citoyens de mon pays, ça signifierait tout pour eux. Ils verraient cela comme une occasion, notamment de pouvoir voyager à l'étranger, pour avoir de nouveaux emplois, pour aussi recevoir de nouveaux investissements. Mais je vais retourner un petit peu à d'autres idées que j'ai mentionnées auparavant, en particulier les petits pays qui ont des grandes démocraties. Non seulement la question de l'intégration, mais également de développer des institutions et de pouvoir contribuer aussi à la paix au monde. Pour nous, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Je ne l'ai peut-être pas mentionné avant, mais j'ai été ministre de la Défense avant ce poste de maire en 2020, dans un moment très difficile pour le monde, puisque nous étions face à la pandémie du COVID-19. C'était un temps difficile où nous avons dû gérer le pays à partir de cette position que je menais à l'époque, avec une propagande aussi qui se répandait partout. La propagande est très présente au Monténégro. Imaginez combien d'acteurs voulaient diffuser cette propagande au travers des différents canaux, que ce soit en ligne, sur les plateformes en ligne, mais également par les médias locaux pour émettre différents points de vue, différentes personnes qui voulaient plaidoyer et qui voulaient faire la propagande de différents modèles pour dire comment résister à certaines choses, notamment au niveau des relations internationales. Donc,
J'en reviens à votre question en particulier en tant que maire, dans mon poste de maire. Je vois mon poste en tant que élu au niveau local et j'étais dans un forum des Nations Unies à New York. On parlait notamment de combattre les discours de haine et les narratives négatives. Je vois comment nous pouvons tous confronter, non seulement peut-être en tant que mère femme, où je suis peut-être vue comme quelqu'un de plus pacifiste, qui apporte un discours plus pacifiste et plus inclusif. Donc, pour pouvoir justement parler de politique inclusive et répandre ces politiques inclusives pour gagner la confiance des citoyens envers les politiques et envers les élus. Donc, l'ingérence de la Chine, de la Russie n'est pas forcément très visible d'un point de vue local, mais j'étais membre du gouvernement auparavant, donc j'ai vu que c'était très important. Ce que votre collègue a mentionné tout à l'heure, le Sharp Power, pour nous, c'est très évident dans notre pays, dans notre région, qui n'est pas encore stable. Le Monténégro n'était pas stable pendant très longtemps. Les régimes autoritaires ne résistent pas forcément. Merci. Merci, Madame la maire. Alors, Frédéric, Madame la maire vient de nous parler d'un exemple concret d'ingérence dans un pays en transition. Est-ce que dans les démocraties, et je m'adresse aussi d'abord à Frédéric et ensuite à Nancy, mais dans les démocraties établies, est-ce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que nos démocraties ne sont pas vulnérables ou trop vulnérables? Je ne parle pas encore de lutte, je parle juste pour l'instant de recevoir, de subir ces ingérences, quelle que soit la forme. Est-ce que les démocraties ne sont pas des terrains fertiles finalement? Et ensuite, après, à Nancy, la même question. Si, bien sûr. Alors je vais répondre rapidement. D'abord, juste un petit mot, parce que j'ai trouvé très pertinente, comme toujours, ta question sur interdépendance et ingérence. Mais moi, je vois une différence, c'est que dans ingérence, il n'y a pas inter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la réciprocité. Mais elle est induite. C'est pas sûr. Ingérence, c'est un sens unique. C'est un pays ou une force ou un acteur qui va s'immiscer dans les affaires de l'autre. Dans interdépendance, il y a une réciprocité. Très bien, mais alors quand tu prends un agent d'influence, c'est de l'ingérence. Mais il est dans un pays X, dans la démocratie. Ne fait pas de l'interdépendance, c'est quand tout le monde dépend des autres. D'accord. On fait du commerce. La Chine et les États-Unis, aujourd'hui, sont dépendantes l'un de l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui s'écroule économiquement, l'autre ne va pas se sentir très bien. Et ça, c'est une grande différence, évidemment, avec des époques passées. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut même plus souhaiter l'effondrement de son ennemi ou de son rival, parce qu'on est quand même très liés avec lui. Et c'est d'ailleurs vrai, même dans des situations très délicates du moment, je pense à la question ukrainienne et d'autres. On ne peut souhaiter l'effondrement total de personne dans l'interdépendance, parce qu'on dépend, quelque part, on dépend des équilibres qu'il y a avec d'autres, même d'ailleurs s'il y a des rivalités, voire des conflits. En revanche, l'ingérence, ce n'est pas réciproque, c'est une action souvent un peu clandestine, qui n'est pas avouée, qui n'est pas officialisée, et dans laquelle on va s'immiscer chez l'autre. Il n'y a pas de réciprocité, il y a même du rapport de force. C'est le puissant qui va s'ingérer chez le plus faible, parce qu'il a les moyens. L'ingérence, ça m'amène à un point très rapide, l'ingérence, ça coûte cher. Les pays qui ont mis au point des stratégies d'ingérence, ils ont mis de l'argent sur la table. Ils ont des techniques d'influence et d'ingérence, ils ont des stratégies, ils payent des acteurs, ils achètent des loyautés. Voilà. Tu as dit acteur. Oui. On y reviendra parce que non mais tu as dit acteur, on y reviendra parce que j'ai quand même une question sur les agents d'influence. Mais je voudrais démocratie. Les démocraties. Alors oui, elles sont vulnérables par définition puisque ce sont des sociétés ouvertes. Et d'ailleurs, c'est ça souvent la définition du sharp power, c'est que des régimes autoritaires vont s'ingérer dans des régimes ouverts en sachant parfaitement qu'il n'y a pas de réciprocité possible, ou en tout cas qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Quand par exemple on ouvre une chaîne d'un pays étranger en Europe, c'était le cas de Russia Today, bon, on sait très bien que de l'autre côté les médias sont beaucoup plus contrôlés, et donc il n'y a pas cette réciprocité. Donc de fait, les démocraties sont vulnérables. Alors,
sont-elles vulnérables? Elles ont fait ce choix. Elles ont fait ce choix de la société ouverte. Et en fait, il y a deux credos, il y a deux croyances de chaque côté. Dans les régimes démocratiques, on se dit, cette ouverture, ce régime ouvert, qui permet la critique, qui permet le débat, qui permet la liberté d'expression, il est supérieur au régime autoritaire. Précisément parce que la recherche est ouverte, parce que la critique est possible, parce que la liberté est là. Donc, même si ça nous rend vulnérables, au bout du compte, notre liberté d'expression sera supérieure. D'ailleurs, elle va elle-même faire des dégâts chez l'autre qui est autoritaire. Le régime autoritaire, lui, il fait le calcul inverse. Il se dit, on est beaucoup plus fort quand on verrouille tout. Et d'ailleurs, ces régimes démocratiques sont extrêmement fragiles parce que l'opinion publique est manipulable, parce que, etc., etc. Il y a un pari des deux côtés. Donc, il y a une fragilité, mais le pari de la démocratie, c'est que cette fragilité n'en est pas une. C'est qu'effectivement, on est ouvert. Donc, dans l'ouverture, on reçoit les influences des autres, on reçoit le lobbying des autres, etc. Mais au final, tout ça va être absorbé par un jeu d'équilibre de toutes les critiques, de toutes les libertés d'expression. Et au final, ce sera beaucoup plus fort que les régimes autoritaires. Alors là, aujourd'hui, je termine là-dessus pour ne pas être trop long, on est dans un moment intéressant parce qu'il faut se souvenir de ce qu'était le pari de l'Internet américain dans les années Clinton, que l'administration Clinton, à l'époque, il y a, je sais pas quoi, 30 ans, appelait les autoroutes de l'information au début. Le pari américain, c'était de dire, on va justement ouvrir le jeu, on va ouvrir les vannes de l'information, tout ça va circuler, et ça va être un atout extraordinaire pour les régimes démocratiques et libéraux qui vont balayer tous les régimes autoritaires qui ne vont pas résister à ce choc de l'ouverture, de la vérité, de la liberté d'expression. Et ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas si simple. On voit comment les régimes autoritaires ont retourné ces autoroutes de l'information dans l'autre sens. Il y a aussi un embouteillage dans l'autre sens maintenant. Ils ont utilisé ces autoroutes de l'information pour faire du sharp power, c'est-à-dire de la déstabilisation, de la désinformation. Donc le combat fait rage, on n'a pas encore l'issue, mais il y a ce pari inverse des deux côtés. Merci Frédéric. Nancy, une question similaire sur les démocraties vulnérables. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, lors de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a eu une ingérence forte russe sur le processus électoral. On le sait maintenant. Mais dans ce que vient de dire Frédéric sur les autoroutes de l'information et la riposte des autocraties, est-ce que nous, Occidentaux, on fait de la contre-ingérence? Avant de répondre à cette question, c'est presque drôle d'entendre Frédéric parler de l'administration Clinton. C'est très étrange, en fait. J'ai travaillé, en fait, pour Bill Clinton à l'agence d'information dans le département d'État. Maintenant, je suis en train de me présenter ou Bien sûr, il a fait 2 mandats comme président, mais il a raison, Frédéric a raison. On parlait d'une supériorité, d'une autoroute de l'information à l'époque qui allait conduire justement à la paix, à l'amour, à la démocratisation partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on aurait à ce moment-là, comme je l'ai dit, c'est écrit sur mon ordinateur, on aurait donc le monde au bout des doigts. Et on était tellement naïfs quelque part à cette époque de croire que ce serait le cas. Parce qu'à la fin des années 90, mais également, je dois le dire et lui rendre hommage au président Clinton, il a été responsable du développement des médias et de la numérisation avec l'acte de 1996, la loi de 1996. J'aimerais encore souligner ici le besoin de regarder à l'histoire, de regarder au passé. En 96, ce n'est pas très loin dans l'histoire, mais c'est ce qui a conduit, donc cette loi de 96 a conduit à l'arrivée d'argent, d'autres décisions qui ont aussi ouvert les portes. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait à ce moment-là contribuer à des montants importants dans les campagnes électorales. Voilà, ça a ouvert la voie. Est-ce qu'il y a eu un effet d'érosion, si on peut appeler ça de l'interférence?
Et je pense également, pour ce qui concerne les États-Unis, sous l'administration de Clinton, nous avions la doctrine Clinton. C'est quelque chose de très américain, c'est une forme d'optimisme à l'américaine. Comme nous étions un peu comme les victorieux à la fin, nous sommes ressortis victorieux de la guerre froide et il nous fallait nous précipiter pour transférer notre connaissance technologique, notre formation dans les médias vers ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est, c'est-à-dire les pays qui étaient nouvellement industrialisés. Mais les choses ne se sont pas passées forcément aussi bien que prévu. Nous avons vu la montée de l'autoritarisme et la fin de la démocratisation dans certains pays. Nous avons vu des attitudes dans des sondages. Nous avons vu qu'il y a eu un sentiment parmi les peuples que nous étions en train de raccourcir les canaux de démocratie qui étaient réduits. Et pour moi, si je retourne un peu plus même en arrière, simplement pour vous donner un peu de l'historique sur l'ingérence, même dans les années 60, par exemple, sous GFK, et un journaliste qui a été très célébré à son époque sur CBS et qui est devenu le directeur de l'agence d'information des États-Unis où j'ai travaillé 30 ans plus tard. Donc ce journaliste parlait sans cesse des trous dans la démocratie. C'était un petit peu différent de cette propagande à sens unique, c'est-à-dire que si les Soviétiques allaient remettre en question ou critiquer les États-Unis sur les relations, eh bien, nous allions devenir encore plus transparents sur notre manière de procéder, combien de chemins nous devions encore parcourir, mais combien nous avions déjà parcouru comme chemin dans les droits civiques notamment. Et pour conduire à une plus grande démocratie, il nous reste encore beaucoup à faire. Mais l'idée, en fait, c'était de dire que nous devions être plus transparents parce qu'on associait cela à la démocratie. Et je pense qu'on est parti loin de tout cela et j'utilise cela comme un ancrage. Si je retourne en arrière un peu plus loin encore, ces personnes qui, à l'époque, Huxley, qui est mort en 63, mais qui parlait de la destruction des soap operas, de la culture des célébrités, de l'intrusion de choses qui n'étaient pas des informations pertinentes dont nous sommes saturés, qui n'ont pas vraiment d'impact direct, mais qui sort avec Taylor Swift n'a aucun intérêt ou aucun impact dans ma vie. Mais si on regarde les médias, il y a des discussions sur ce sujet. C'est une intrusion. Il nous faut mettre également sur la table l'individualisme qui est parce que nous avons bâti une idée de communauté, de contrat social. Je suis très consciente de tout cela quand je vis au Japon parce qu'il y a un accent très fort qui est mis sur la société civile, sur les figures publiques. Mais dans nos démocraties, on parle plutôt de l'influence, des influenceurs, des individus, donc d'avoir plus de followers pour la célébrité ou pour pouvoir vendre des produits. Et c'est bien loin des temps de Murrow ou de cet optimisme que nous avions à la fin de la guerre froide. Donc, je ne réponds peut-être pas directement à votre question, mais j'essaye de voir un petit peu l'image plus globale, plus large du paysage un petit peu élargi. En même temps, nous sommes naïfs de sur ce que nous pouvons accomplir et il nous faut en même temps être plus pragmatiques et observer différents modèles. Je nous vois comme très hyper individualistes ici aux États-Unis et je pense qu'on peut apprendre de cultures qui sont plus collectives et chercher un genre de médiane, un juste milieu entre les deux. Nancy. Merci. Madame la maire, c'est pas à la femme de pouvoir que je m'adresse. Ce n'est pas à la femme de pouvoir que je m'adresse, c'est à la citoyenne du Monténégro. On sait que dans les sociétés en transition, l'autonomisation des sociétés civiles est lente. C'est-à-dire que la citoyenneté, les individus prennent petit à petit la mesure de ce que c'est qu'être citoyen.
petit à petit, on s'autonomise du pouvoir officiel, etc. La citoyenne du Monténégro, vos concitoyens et concitoyennes, sont-ils conscients de la capacité qu'ont certains pays, je pense notamment à la Russie, de s'ingérer dans les affaires du Monténégro pour récupérer le Monténégro pour le mettre de son côté? Et comment réagissent les citoyens du Monténégro? Est-ce qu'ils sont naïfs? Est-ce qu'ils sont vigilants? Et est-ce qu'ils sont vulnérables? Est-ce que ça devient quelque part des agents indirects de la volonté russe? Ou alors pas du tout et totalement tournés, convaincus qu'il y a du fake news de la part de la Russie, qu'il y a des ingérences insupportables? Société civile. Alors, la citoyenneté au Monténégro, effectivement, on fait face à tout cela. Il y a différents niveaux de sensibilisation. Ils ne sont pas sensibilisés à beaucoup de choses, mais je suis certaine que nous vivons aujourd'hui dans une ère d'information et il y a des pays vulnérables et dans des démocraties faibles comme le Monténégro, par exemple, il y a la place pour différents types de propagande. Et donc, les citoyens ne sont pas au courant de cela, ils ne voient pas forcément les choses et il est difficile de résister car ils travaillent au quotidien, et ils ne voient pas forcément ce qui est faux, surtout sur les plateformes. Imaginez, par exemple, 600 000 habitants, plus de 500 000 comptes Facebook que nous avons dans notre pays. Les réseaux sociaux sont vraiment tout pour les citoyens de mon pays. Donc, imaginez le haut niveau ou l'impact d'ingérence qu'il peut y avoir venant des médias, des plateformes, et quel est le nombre de mésinformations qui circulent au quotidien. Donc, je dirais que la majorité des personnes sont assez naïves et font confiance à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, dans les fake news, les mésinformations et autres. Alors, il y a surtout de la théorie de conspiration, et ça, c'est assez courant. Ça a été courant surtout pendant la crise de la COVID-19. Voilà, nous avons un haut niveau de taux de mortalité parce que la plupart des personnes ne croyaient pas que la COVID-19 existait, que le virus existait tout bonnement. Donc, ils n'étaient pas au courant des conséquences sérieuses auxquelles ils devraient faire face. Donc, lorsque vous m'avez posé la question de la résistance, eh bien, ça, c'est le rôle, la tâche de chacun d'entre nous, des politiciens, de la société civile, des ONG, des universités, de toutes et tous. Et donc, il faut vraiment effectuer différents types d'approches, avoir différentes approches, différents modèles pour avoir cette résistance dans notre société, afin que les personnes puissent être au courant de ce qui se passe, être sensibilisées et savoir si ce sont des fake news. Eh bien, si c'est cela, moi, je vais arrêter de regarder cette page, je vais arrêter de lire les informations de cette source, par exemple. Mais ça, c'est ce que je fais, mais je viens j'ai une différente compréhension de la situation et ce n'est pas la majorité de nos citoyens. Et surtout qu'une grande majorité de la population est très vulnérable par rapport à cela. Il y a la population plus âgée également qui regarde la télévision, ils regardent des émissions à la télé et ils croient tout ce qu'ils voient. Donc ça, c'est une forme de vulnérabilité et je suis certaine qu'un plan complet, comme je l'ai mentionné au préalable, pour sensibiliser, pour aider les cadres légaux de justice, pour aider les personnes à comprendre globalement et ne pas croire au paradigme, à tout ce qui est dit et disséminé par les médias. Au Monténégro, la plupart des informations viennent de Serbie et ce sont des éditeurs serbes. Donc, ils utilisent beaucoup de propagande russe et c'est ce qu'ils disséminent en fait. Et il y a d'autres sources aussi.
qu'ils utilisent et cela se répand dans les réseaux sociaux, dans les médias. Mais voilà, il faut expliquer que ce n'est pas la réalité, mais cela prend du temps et c'est assez courant, pas seulement au Monténégro, mais également dans d'autres pays, car j'ai enseigné également sur des questions de sécurité en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Albanie. En Serbie, vous avez aussi des citoyens qui ne soutiennent pas les régimes autoritaires, Alexandre Vučić, et des personnes, des opposants, qui ne croient pas à sa propagande. Donc il y a des potentiels, des capacités pour faire face et confronter ces narrations toxiques, ces histoires toxiques, ces récits, et peut-être faire les choses de manière plus démocratique, avec des moyens plus démocratiques. Merci, Madame Lemire. Frédéric, si on fait le lien entre ingérence, influence et guerre d'influence, on a de plus en plus l'usage des drones, on a de plus en plus l'usage de la cyber, et maintenant, de plus en plus, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ce mixte des trois procure à l'état de guerre? Comment on peut combiner ces trois formes d'ingérence dans l'état de guerre? Alors, je vais répondre tout de suite. Je voudrais juste un tout petit point sur on parlait de l'ingérence russe au Monténégro, ça. Je crois qu'il faut qu'on soit plus général que ça. C'est-à-dire on est toujours l'ingérant de quelqu'un. Toujours, tout le monde fait de l'ingérence d'une certaine manière. Là, on focalise beaucoup sur les régimes autoritaires parce que ce sont eux qui ont retourné effectivement les autoroutes de l'information dont on parlait tout à l'heure. Mais ces autoroutes de l'information n'étaient-elles pas pensées elles aussi pour faire de l'ingérence? C'est pour ça que je te parlais aussi de contre-ingérence. Oui. Est-ce que Radio Free Europe, Voice of America, c'était pas de l'ingérence? En Afrique aujourd'hui, vous avez des régimes qui disent la France fait de l'ingérence, stop à l'ingérence française. Alors, on peut leur dire, mais Wagner et la Russie en fait aussi. Oui, c'est possible, c'est même certain. Mais ils considèrent que nous en faisons aussi. Est-ce que le soft power culturel, c'est de l'ingérence? Bon, Nancy citait tout à l'heure Taylor Swift. Je ne sais pas si c'est de la soft ou de la hard ingérence. Mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas si c'est de la smart non plus, mais est-ce qu'il y a... est-ce que tout ça, c'est pas aussi vécu comme de l'ingérence par des sociétés? C'est-à-dire les ONG occidentales sont considérées comme de l'ingérence par beaucoup de sociétés. Donc voilà, je crois qu'on est toujours l'ingérant de quelqu'un. Ça marche un peu dans tous les sens. Alors, il y a une nouvelle technologie. Hein, c'est là-dessus que porte ta question. Les drones. Oui, c'est de l'ingérence. C'est même de l'ingérence privée maintenant, parce qu'on ne peut plus se promener sur la plage sans qu'il y ait un truc au-dessus qui est en train de nous filmer. Donc il y a même de l'ingérence privée. Il y a l'intelligence artificielle. Ça, je ne sais pas si c'est de l'ingérence, parce que toutes les puissances vont monter leur propre intelligence artificielle. Je pense que là, pour le moment, on est dans le moment de ChatGPT, mais la Russie est en train de mettre au point le sien, la Chine aussi, et d'autres après. Donc je pense qu'il y aura une concurrence des intelligences artificielles. La question du rapport à la guerre que tu poses entre l'influence et la guerre, moi, me paraît très intéressante, parce que je pense qu'au regard de l'évolution naturelle de l'histoire, la guerre ukrainienne est totalement anachronique. C'est-à-dire que ce n'est pas le retour de la guerre, ce n'est pas la guerre du futur, c'est une anomalie. C'est une erreur stratégique russe, mais c'est une anomalie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a à la tête de la Russie un homme, Poutine, jusque-là, je ne donne pas de scoop, qui pendant 20 ans a mis sur pied un système d'influence qui marchait pas si mal. Pas effectivement toujours avec des méthodes sympathiques, hein, le polonium 210, mais globalement, sa stratégie d'influence marchait pas si mal. Il y avait une influence croissante de la Russie en Afrique, là encore, pas avec des bonnes méthodes, Wagner, etc., mais ça fonctionnait. C'est une diplomatie qui parlait à tout le monde au Proche-Orient, y compris à ceux qui ne se parlent pas entre eux, Iran, Israël, l'Arabie Saoudite, tout le monde, Qatar,
tout le monde, qui avait repris pied en Europe, dans certains pays d'Europe centrale et orientale en réactivant de vieux réseaux, dans les Balkans aussi, surtout en Serbie. Au final, on aurait pu se dire, ben, voilà une stratégie d'influence qui a fonctionné. Et là, ils jouent tout sur un coup de poker qui est l'affaire ukrainienne. Moi, j'étais très étonné. J'étais très étonné de voir que... Parce qu'on aurait pu se dire, voilà, là, il y a un régime politique qui a tout misé sur l'influence et qui a compris, contrairement aux États-Unis, que l'usage de la force ne fonctionnait plus. Parce que quand même, quand on fait un bilan de l'usage de la guerre à l'ancienne, c'est-à-dire l'ingérence militaire, ou en tout cas l'arme militaire, on ne peut pas dire que ça a fonctionné. Je veux dire, les États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Somalie, la France au Mali. En Libye. En Libye. La France et ses alliés en Libye, oui. Israël au Liban en 2006. Pour le moment, c'est quand même une série de fiascos de l'usage de la force. En revanche, les pays qui avaient misé sur des stratégies d'influence, je pense à la Chine, je pense à la Russie jusqu'à l'affaire ukrainienne ou d'autres, le Qatar et les Émirats et d'autres, semblaient s'en sortir mieux et avancer mieux leurs pions. Et donc j'étais très surpris de voir qu'une puissance en revenait à la guerre tout court, alors qu'elle avait une stratégie de guerre d'influence qui avait l'air de fonctionner pas si mal. Alors, ce qui est intéressant maintenant dans cette guerre ukrainienne, c'est qu'effectivement, il y a le pari d'utiliser tout à la fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu la stratégie globale. Il y a l'emploi de la force, il y a l'emploi de l'arme psychologique, il y a une bataille, on va dire, pour les esprits, il y a les trolls, il y a la déstabilisation, il y a etc. Et là, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Là, on est à un moment tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire où il y a des puissances qui misaient sur la force. En gros, les États-Unis, depuis la fin de la guerre froide, même avant, au Vietnam, etc., mais si on part des 30 dernières années, qui misaient essentiellement sur la force, ça ne marchait pas. D'autres puissances qui misaient plutôt sur des stratégies indirectes, donc d'influence et d'ingérence, et ça semblait marcher mieux. Là, on entre dans une époque où on risque d'avoir les deux à la fois. Et évidemment, on ne connaît pas le résultat. Ça va dépendre complètement du bon dosage de l'un et de l'autre. Il y a deux paris qui sont faits aujourd'hui. Il y a un pari russe qui était, en tout cas initialement, parce que la stratégie s'adapte au fil des guerres, comme toujours, le pari russe, au départ, c'était de dire qu'on pouvait encore faire, au XXIe siècle, une action de type écrasement du printemps de Prague en 1968, en gros, et que ça marcherait. Voilà, on envoie les chars, ça marche encore comme ça marchait en 1968. Premier constat, non, c'est pas si facile que ça. En face, il y a un pari occidental qui est de dire on va pas faire la guerre, on va activer plein de réseaux, on va activer des sanctions, on va jouer sur les questions d'influence pour contrer, et ils vont perdre. Et là, on n'a pas le résultat du match pour le moment. Et moi, mon sentiment, c'est que des deux côtés, on va se rapprocher d'une pratique unique qui est un mix de l'usage de la force et de l'usage de l'influence et de l'ingérence. Ça ne sera pas le même des deux côtés, mais la course qui est engagée aujourd'hui entre les différentes puissances, c'est la course au bon mélange, au bon cocktail de l'usage de la force et de l'usage de l'ingérence. Très bien, merci. Il nous reste 3-4 minutes maintenant. Je vais poser une question à vous trois, avant le débat. Avant le débat avec la salle, on va donner la parole à la salle. Alors justement, ma dernière question, Nancy, Madame le maire, la maire, Frédéric. Comment ? Oui. Ma dernière question, je vais commencer par Nancy. Il y a dans la salle, Nancy, je ne sais pas si vous arrivez à voir la salle, il y a beaucoup de lycéens. Des lycéens qui, je suis sûr, sont tous sur, lycéens ou étudiants, qui sont tous sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux lèvent la main. Il n'y en a pas. Ah, 2, bravo. Donc, ce sont des citoyens qui sont en pleine formation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour éviter d'être l'objet de manipulation ? Parce que ce sont les adultes de demain. Faites comme les deux qui ont levé la main. Nancy, ensuite Madame la maire. Ils peuvent beaucoup apprendre des uns des autres, pas forcément de quelqu'un de plus âgé comme moi-même. Je ne suis pas née avec l'âge de l'Internet comme la plupart d'entre eux ou avec l'âge des réseaux sociaux. J'étais pré-Internet, donc moi je peux parler à l'ancienne. Mais je pense
qu'ils doivent se poser la question de qu'est-ce qui est important pour eux, quelles sont leurs passions, et est-ce que les réseaux sociaux apportent un sens à eux, si ça peut être utilisé pour justement se connecter les uns aux autres, s'organiser ou organiser quelque chose de positif. J'ai mentionné Taylor Swift. Ce n'était pas pour critiquer sa musique, mais c'est pour parler de récits et de ce qui se passe au travers des réseaux sociaux, de tout ce qui concerne sa vie privée et de ce qu'on en fait. Pour moi, tout cela n'a pas grand-chose à voir avec ma propre vie. Je ne sais pas si ça impacte la vie d'autres personnes, mais vous n'êtes pas trop jeune pour pouvoir examiner les choses qui existent dans la société. Et je veux utiliser ces 4 aspects ou ces 4 forces que nous avons et ces 4 interférences que nous avons selon les périmètres de confiance, le baromètre, pardon, de confiance. Voilà. Alors, pensez à ces 4 points. Peut-être vous êtes plus intéressé par l'un que par l'autre. Donc, cela provoque beaucoup d'anxiété concernant l'avenir de l'économie. Et on parle un petit peu de la sécurité qu'on peut ressentir concernant la capacité à pouvoir naviguer dans ces sociétés. À quoi ressemblerait votre avenir? Et donc, cet optimisme économique est en train de s'effondrer partout dans le monde. Donc, ça, c'est le premier élément, la première force, si vous voulez. La deuxième force de polarisation, c'est de voir une chute de la confiance envers nos gouvernements. Il y a encore une certaine confiance envers le monde des affaires qui semble être encore assez dans le respect de l'éthique, mais ça aussi s'est remis en question. Donc, il y a un manque d'équilibre au niveau des institutions. Troisième point, la division des classes entre les classes moyennes qui semble concentrer les richesses. Même pendant le COVID, on a vu beaucoup de personnes, de compagnies qui ont gagné en richesse alors que d'autres ont perdu la vie ou ont perdu même leur substance de vie. Quatrième point, quatrième force de polarisation, d'intrusion, c'est le combat pour la vérité. Je rajouterai à cela la crédibilité. La crédibilité, c'est la vérité perçue. Nous aurons toujours, bien sûr, des désaccords sur quelle est la vérité absolue. Mais l'espace des médias maintenant est conduit par des chambres où nous n'avons plus vraiment d'échanges, de discussions pour vraiment venir au cœur du problème. Nous avons cette tendance à faire des échos. Nous sommes un peu dans des maisons d'écho où nous faisons l'écho de ce qui se dit. Et plusieurs ne sont plus respectés. Donc, ce sont ces 4 choses que j'aimerais dire aux jeunes et pour leur dire, bon, qu'est-ce qui vous fait vous donner envie de vous lever le matin, vous donner envie de vous engager, notamment avec vos pairs, avec vos camarades, pour pouvoir apporter des changements positifs Merci, importants. Nancy. Madame la maire, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes? Je n'avais plus de traduction pendant un temps, mais j'ai entendu que vous vouliez qu'on poser la question ou qu'est-ce que j'aimerais dire aux étudiants. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec Nancy, avec ces 4 aspects que Nancy vient de mentionner. C'est vraiment une approche théorique pour cette terre dans laquelle nous vivons. Elle le conseille, et je commencerai avec le dernier aspect qu'elle a mentionné. Il faut toujours vérifier les choses. Ne faites jamais confiance du premier coup. Analyser l'information, vérifier l'information 2 ou 3 fois. Toutes les informations, certaines informations peuvent être malicieuses, peuvent être toxiques, à des fins toxiques. Ne prenez pas toujours les choses comme argent comptant au départ. Il faut toujours analyser, vérifier. On n'est pas forcément résistant à toutes ces choses. Tout est sur Internet maintenant, mais tout n'est pas forcément vrai. Tout ce qui est en ligne n'est pas forcément vrai. Donc, il faut toujours être conscient
de cela et vérifier les informations que l'on reçoit tous les jours. Et je m'arrêterai avec cela parce que j'aimerais donner vraiment l'occasion aux jeunes de s'exprimer pour avoir un débat. Et un autre point important, c'est d'essayer de travailler ensemble pour bâtir cette confiance mutuelle. Il y a 2 décennies, j'ai lu un livre écrit des scientifiques politiques, quelqu'un qui a soulevé un point qui montrait qu'au XXIe siècle, nous serions face à des fragmentations et un manque de confiance, que la confiance est une valeur que nous perdons. Effectivement, je pense qu'on perd confiance entre nous, entre la société, entre les nations. Je pense que c'est quelque chose de très vulnérable, quelque chose qu'il nous faut vraiment, auquel il faut donner toute notre attention, c'est continuer de bâtir cette confiance mutuelle. Rapidement, parce qu'on va laisser la parole Bah, à la salle. trois points rapides. Un, je pense que le public les plus jeunes maîtrise parfaitement ces réseaux sociaux, beaucoup mieux que leurs aînés, puisqu'ils sont nés avec, et que ne nous y trompons pas. Je ne sais pas si toi, tu as essayé de faire des selfies ou des trucs, tu as vu les résultats que ça donnait. Moi, en tout cas, pour moi, eux, ils le font très bien. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent parfaitement. Deuxième Donc, je ne suis pas pessimiste. J'ai eu ce débat dans une commission parlementaire un jour. Les gens qui disent, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour que les jeunes ne soient pas complètement victimes de tout ça? Je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre parce qu'ils vont maîtriser ça très bien. Je ne suis pas inquiet. Ils sont beaucoup moins naïfs que d'autres générations sur tout ça. On va leur donner la parole après, justement. Quand on se fait piéger une fois ou deux, je pense que les plus âgés se font piéger 10 fois. Pas les plus jeunes. Je pense que voilà, il y a un processus d'adaptation. Je m'inquiète pas. Tu veux dire qu'on est plus con que les jeunes? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Enfin, on peut explorer ta question quand même. Deuxième point, je pense il y a une demande. En discutant comme ça avec des étudiants, j'ai pas fait un échantillon scientifique, qui serait parfaitement académique, mais mon sentiment, c'est qu'il y a une demande de discours, d'informations un peu nouvelles, un peu disruptives. Ce qui peut rendre parfois, effectivement, relativement sensible à des choses peut-être un peu hors piste, hors circuit, qu'on ne vérifie peut-être pas tout de suite, mais sans naïveté. C'est ça qui me frappe. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'informations nouvelles qui sort du discours mainstream, etc., mais pas au prix de gober n'importe quoi. Jamais. Et troisième et dernier point, je pense qu'il faut tout simplement, mais pour tout le monde, une vigilance sans paranoïa. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un monde d'influence. On sait qu'il y a des titres de presse, des couvertures de magazines qui ne sont peut-être pas gratuits. On sait qu'il y a des informations qui sont peut-être totalement inspirées par des intérêts d'autres acteurs, voire d'autres puissances. Nous sommes dans ce monde-là. Donc il faut être vigilant à ça, ce qui ne veut pas dire être paranoïaque non plus et douter de tout ce qu'on entend comme si c'était un complot. Voilà. Merci Frédéric. Merci Nancy. Merci Frédéric. Merci Madame la maire. Je vous demande de les applaudir tous les trois. Et bien entendu, messieurs, dames, je vous donne la parole. Alors pour des questions, s'il vous plaît, soyez brefs dans vos interventions. Des questions. Il y a un bras qui se lève ici, là. C'est donc bien qu'il y a une question. C'est bien qu'il y a une question. J'ai bien fait le lien. Voilà. Là-bas, non. Bon, on va commencer par une question. Ça fera peut-être parler les autres. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous les participants pour cette discussion. Moi, il y a 2 points qui m'interrogent. D'abord, j'ai trouvé ça intéressant, votre définition de l'ingérence comme étant plutôt de l'influence, etc. Parce que pour moi, la première idée qui me vient, c'est plutôt les ingérences armées et militaires, donc le droit d'ingérence, etc. Et du coup, il y a quelque chose qui est plutôt interétatique. Et du coup, je voulais vous demander par rapport à cette définition de l'ingérence, est-ce que il peut y avoir de l'ingérence du coup au sein même des pays qui serait interne, voire de l'ingérence de la part d'acteurs économiques qui seraient donc pas étatiques, etc. Donc au sein d'un État, une entreprise économique qui ferait de l'ingérence dans quoi? Non, 2 différents. Au sein d'un même État, par exemple avec ce qui s'est passé au Capitole, aux États-Unis ou ce genre de choses, est-ce que vous considérez ça comme une forme d'ingérence civile parce que vous parliez ce qui s'est passé le 6 janvier, oui. C'est ça, d'accord.
et d'autre part des tactiques d'ingérence de part d'acteurs économiques transnationaux, etc., envers des États ou autres. D'accord. Donc, Et- oui, Et un dernier point, parce que je pensais qu'éventuellement on aborderait les questions de, effectivement, comment résister à des ingérences armées, militaires, enfin, comme on a pu voir. Et d'ailleurs, ça m'interpellait par rapport au fait que ça paraissait nouveau, ces tactiques de force sans influence, mais à mon sens, enfin, les ingérences qu'il y a eu de la part de pays occidentaux étaient accompagnées d'une forme de légitimation par l'influence auprès des D'accord. médias, etc. merci beaucoup pour cette tirade. Voilà. En fait, on était de mèche. Comme je ne pensais pas qu'il y aurait beaucoup de questions, je lui ai dit t'en poses 3-4, et puis voilà. Frédéric, tu veux répondre sur la guerre, et peut-être que Nancy pourra répondre sur justement l'incident au Capitole, après, si Nancy est d'accord. D'accord. Alors Frédéric. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a des ingérences intérieures? Oui, tout le temps, et on en est d'ailleurs, on les a acceptées d'une certaine manière. La publicité, c'est une ingérence. Quand on nous met en plein été des affiches avec des boissons ruisselantes de gouttelettes bleues et vertes avec de la glace autour, c'est de l'ingérence. Quand on organise les rayonnages des supermarchés de manière à ce que le consommateur achète le plus possible, c'est de l'ingérence. Quand on a des cookies sur notre ordinateur qui surveillent nos habitudes de consommation ou des algorithmes, et ça, c'est de l'ingérence. Celle-là, on l'accepte parce qu'on considère que c'est le jeu. C'est du marketing. Ouais, et que c'est le jeu, que voilà, quand on est consommateur, on accepte la publicité. Mais vous avez raison, ça ne va pas de soi. On pourrait, d'ailleurs, tout le monde ne l'accepte pas. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des programmes, des navigateurs Internet qui, justement, ou bien des concurrents à Google ou d'autres, ou des navigateurs ou des moteurs de recherche qui disent justement, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de cette ingérence-là. Donc vous avez raison, il peut y avoir des ingérences internes. Je laisserai Nancy répondre sur l'ingérence plus politique à propos du Capitole. Influence et guerre, vous dites, il y a l'ingérence militaire. Alors, ça dépend de quel degré on parle, parce que l'ingérence militaire, au-delà d'un certain degré, ça s'appelle la guerre. Bon, ou ça s'appelle l'invasion, ou ça s'appelle l'intervention. Est-ce qu'il y a des formes plus modérées d'ingérence militaire? Oui, ça peut être la formation d'une armée par un pays étranger, ça peut être l'envoi de conseillers militaires, ça peut être des tas de choses. Mais ça dépend si c'est accepté ou pas du tout par l'autre. Là, les cas que vous mentionnez, je pense que vous pensez aux interventions militaires occidentales des dernières années, c'est plus que de l'ingérence, hein, c'est de la grosse ingérence quand même. Mais c'est de l'intervention militaire, c'est de la guerre. Alors, ça pose la question de ce que disait Gaël, influence et guerre. Eh bien, on s'aperçoit que contrairement à ce que disaient beaucoup d'observateurs, l'influence, ce n'est pas le contraire de la puissance. Ça peut être son complément. Et on le voit dans les guerres actuelles, on essaye de convaincre le monde du bien fondé de son discours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le soft power ou l'influence qui serait le contraire de l'usage de la force, et de l'autre, l'usage de la force qui serait la dénégation de toute tentative intelligente de convaincre l'autre. Non, ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'une puissance qui veut lancer une intervention militaire essaye d'abord d'influencer tout le monde pour convaincre le monde que son intervention est légitime, qu'elle a été d'ailleurs appelée des vœux du pays concerné, etc., etc. Donc ça va ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre d'influence pour faire accepter la guerre tout court. Merci Frédéric. Nancy, sur les incidents au Capitole comme forme d'ingérence. Allez-y, pour répondre à la question. J'ai parlé de la Chambre des échos. Je vivais à l'époque à l'étranger, j'étais à Tokyo, et le jour des élections, lorsque j'ai vu donc l'issue de ce qui s'est passé, et donc le président Trump qui, d'après les résultats des élections, a été vaincu, qui a immédiatement remis en question les résultats et a parlé d'une élection volée dans une chambre des échos. Vous parlez à ceux qui se sentent dans le deuil, et au cours des mois qui ont suivi, donc il y a eu cet appel pour que les gens se rassemblent à Washington.
pour que le Capitole puisse savoir que les gens n'allaient pas accepter ces résultats des élections. C'était vraiment choquant pour une grande partie des Américains. Mais si on regarde dans son ensemble, si on regarde sur l'ensemble de l'histoire des États-Unis, nous avons beaucoup de sang versé, beaucoup de violence et beaucoup de ce type de perturbations qui ont vraiment déstabilisé la fabrique sociale, la fabrique des élections. Et les gens ne sont pas forcément d'accord sur ce qui s'est passé. Vous avez parlé de différents acteurs. J'ai entendu d'une oreille de personnes qui disaient que beaucoup des personnes qui ont participé à cette insurrection étaient là, étaient là pour perturber des personnes qui étaient là avec de bonnes intentions. C'est ce que j'ai entendu d'un côté. De l'autre côté, j'ai entendu que c'était quelque chose qui s'était enflammé de manière naturelle, comme un cocktail Molotov lancé sur la société qui venait de Trump lui-même, qui remet en question les résultats des élections. Donc, il n'y a pas vraiment une version ou une conclusion acceptée générale pour dire vraiment ce qu'il s'est passé ce jour-là du 6 janvier. Et pour moi, c'est problématique en tant que professeur qui étudie la propagande. Je suis en train d'écrire un livre qui parle de la propagande et je lis un livre sur la propagande et la persuasion. Et donc, j'écris ce livre donc avec d'autres co-auteurs. Et on a parlé de la question du 6 janvier, qui est vraiment une patate chaude. C'est très difficile de parler de cela. Et moi-même, ne l'ayant pas vu de mes propres yeux, je n'étais pas là ce jour-là. Mais simplement, j'ai entendu des récits, des récits par d'autres personnes, par différentes personnes de différents côtés. Donc, ce n'est pas forcément très facile d'aborder cette question. Je ne me sens pas à l'aise pour le faire. Le 6 janvier, c'est comme une manière de rétablir les choses pour certains et comme une honte pour d'autres. Donc, c'est vraiment difficile d'aborder cette question. Effectivement, c'était une interférence. Il y a eu des pertes, il y a eu des intrusions dans le Capitole des États-Unis. Absolument. C'était un point très terrible, un point terrible de notre histoire américaine, de notre société américaine, mais sans précédent, malheureusement, avec des précédents, malheureusement. Et ça nous donne de comprendre qu'il y aurait peut-être d'autres événements semblables, malheureusement. Mais ce n'est pas dans les conversations de tous les jours aux États-Unis pour dire que nous sommes vraiment au bord d'un précipice, pour dire que quelque chose de plus grave encore pourrait se passer. Et c'est dans les discussions de tous les jours, si on avait un tel incident de la même sorte qui arriverait. C'est quelque chose qui nous trouble énormément. Donc, merci pour votre question. C'est une question très difficile. Comme vous le voyez, je suis très émotionnelle quand je parle de cela. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ah, par là. Et il n'y a pas un bras qui s'est levé par là? Voilà. Et ensuite, monsieur. D'abord, où madame? Alors, monsieur là-bas, monsieur ici au 3e rang et madame au 2e rang. Allez-y. Une question courte, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 10 minutes. D'accord. C'était déjà pour savoir si je devais le dire en anglais ou en français pour... Allez-y en français, monsieur. Allez-y en français. En français. Ce serait pour savoir, en sachant que le thème principal du forum qui nous a été présenté était la résistance, de quelle manière pouvons-nous prévenir l'ingérence à notre échelle et de notre point de vue? Notre échelle, c'est laquelle? La vôtre en tant que lycéen étudiant? Non, à l'échelle à travers les gens qui ne vivent pas l'action, qui sont devant, qui regardent par les médias cette dernière. Nous tous, alors? Oui. OK. À notre échelle, nous tous, en tant que citoyens. Merci. On va prendre la 3e question, monsieur. On va la question de monsieur là-bas, ce sera pour Frédéric. Monsieur, allez-y. Alors déjà, merci pour la participation. On parle souvent de la loi de Brandolini en disant qu'on peut, le temps de déconstruire une idée est infiniment plus long que le temps qu'il faut pour l'énoncer, notamment pour les fake news ou les idées, les pensées. Du coup, ma question est simple. Peut-on gagner contre l'ingérence? Est-ce qu'on peut avoir le temps et l'énergie nécessaires pour vaincre l'ingérence ou est-ce que c'est une cause perdue? Très bonne question. 3e question, madame, devant, s'il vous plaît.
On vient de faire allusion donc à l'invasion du Capitole le 6 janvier aux États-Unis. Il y a eu un peu la même chose après l'élection entre Bolsonaro et Lula, et donc c'est Lula qui a gagné, et il y a eu là aussi une invasion. Et donc on a parlé de ce bruit, voilà, cette saturation en fait de type d'information un petit peu de tous les sens qui fait qu'on n'y voit plus clair. Et donc est-ce qu'on peut aller jusqu'à se dire qu'on a affaire finalement à une nouvelle forme de terrorisme ? Très bien, 3 questions bien claires. La première question, peut-être, Madame la maire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous tous? Ce que nous pouvons faire, eh bien, je pense que ce sera le plus grand défi de construire cette résistance pour le futur, parce qu'il ne s'agit pas seulement, alors on a parlé de 2-3 aspects, habituellement il y en a bien plus, il y a la résistance pour les infrastructures critiques, les États, pour les communautés internationales, il y a pour l'économie, pour les investissements, pour la finance. Il faut avoir à l'esprit différents types d'outils et avoir les moyens, pas seulement pour répandre la propagande, mais pour faire face aux attaques cyber, toutes sortes d'attaques qui peuvent avoir lieu, des attaques des infrastructures et de l'État. Donc ça va être le plus grand défi, je pense, pour l'État et pour les États et les communautés internationales. Comment faire face et résister aux différentes attaques, aux différentes formes difficiles des menaces qui vont venir dans le futur. Donc, pour revenir à ce que nous avons mentionné à de nombreuses reprises par rapport à la COVID-19, il y a également le problème, alors quelque chose dont on ne parle pas souvent dans le public, sur les armes de destruction massive. Il y a des techniques et des méthodes qui pourraient être utilisées. Le plus grand défi, alors si on regarde votre point de vue, je vois que pour vous, pour résister à ce qui se passe, il faut travailler sur soi et continuer à améliorer vos connaissances, votre savoir et vos capacités pour résister à ce qui se passe autour de vous. Merci beaucoup. La deuxième question sur l'idée, est-ce que c'est foutu finalement, pour faire simple, Frédéric? Et la dernière question pour Nancy sur le terrorisme, nouvelle forme de terrorisme. Vas-y. Alors, d'abord, question, comment résister? J'ai dit tout à l'heure, il faut être vigilant sans être paranoïaque. C'est-à-dire qu'il faut être juste conscient qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des discours. Et se poser toujours la question, je crois, de l'exigence, enfin être exigeant sur les sources, savoir d'où viennent les informations ou les discours que nous entendons. Et je crois qu'en faisant ça, on répond à la question de savoir si on peut démanteler les fake news. Je crois qu'on ne va pas les démanteler une par une. Je suis assez sceptique sur tous les trucs de fact-checking, etc. Je pense que c'est d'abord la culture du public qui doit évoluer, une culture, comme j'ai dit, de vigilance sans paranoïa non plus, c'est-à-dire les sources. Qui dit ça? C'est le gros problème aujourd'hui de ChatGPT. C'est qu'on ne sait pas, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous raconter des tonnes d'interrogations que j'ai envoyées à ChatGPT où j'ai eu des réponses absolument hallucinantes et j'argumente, il répond. Un peu, c'est assez flippant, c'est comme la machine dans l'Odyssée de l'espace de Kubrick, il se défend, bon, mais il ne donne pas les sources. Il faut être exigeant sur les sources. D'abord, ça vous permettra de faire la différence entre les vrais journalistes et les gens qui s'improvisent enquêteurs sur tout et n'importe quoi. Ou quelle est la source sérieuse, est-ce qu'il y a du travail derrière, etc. Je dirais juste un petit mot, mais je laisse Nancy répondre là-dessus, sur la question intéressante, est-ce qu'on assiste à un nouveau terrorisme? Terrorisme, je ne sais pas, intimidation, certainement. Il y a des stratégies d'intimidation de tous les côtés. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une bataille intellectuelle qui est engagée pour délégitimer les réponses de l'autre, pour délégitimer les idées opposées. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le débat aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on n'entend plus des gens dire « je ne suis pas d'accord avec cette personne, donc j'aimerais lui répondre et débattre avec elle ». On entend «
je ne suis pas d'accord avec cette personne, donc il faut l'interdire de parler. Et ça, j'entends ça de plus en plus. On interdit des conférences dans des universités. Même une journaliste, une fois, sur une radio que je ne citerai pas, qui était assez d'accord avec ça. Je disais non, mais il faut comprendre, il y a des idées qui sont illégitimes. Non. Et ça, je crains que ce soit vraiment le défi pour ces nouvelles générations, c'est de ne pas laisser passer ça. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh ben, on débat et on lui répond et on se mesure intellectuellement à lui. Mais la réponse qui consiste à dire « je ne suis pas d'accord avec cette personne, donc merci de lui interdire de parole », là, effectivement, il y a au moins intimidation et peut-être plus tard terrorisme. Très bien. Nancy, auriez-vous la gentillesse de répondre à la question à propos de nouvelles formes de terrorisme, s'il vous plaît? Très court, s'il vous plaît. Oui, absolument. Il y a différents types de terrorisme, les sortes auxquelles nous pensons habituellement, qui sont peut-être le terrorisme international. Il y a aussi un terrorisme psychique. Ça veut dire le doute de soi. Si vous êtes jeune et vous allez sur Reddit, moi j'utilise Reddit, et il y a souvent dans le chat ou dans les commentaires, vous avez des avertissements sur le gaslighting. Donc lorsqu'on utilise ce terme, lorsqu'on doute de soi-même, cela vient soit d'une institution, d'une personne qui vous fait penser que votre réalité n'est pas la vraie réalité, la véritable réalité. Il y a tellement qui nous arrive, et donc il y a le commentaire de Madame la maire de travailler sur soi. Moi, j'encourage toujours les élèves et j'ai enseigné la propagande dans les médias après l'ère du 9 septembre. Donc, chaque jour, vous devez réfléchir à vous-même comme enquêteur, enquêtrice, comme journaliste. Il faut que vous vous placiez à ces différents postes, ces différentes positions, que vous preniez soin de vous-même afin de ne pas être si fatigué et tellement attristé de la façon de ce que vous voyez que vous ne puissiez plus réagir. Donc moi, je pense qu'il faut être connecté, pas seulement sur les plateformes des réseaux sociaux, mais il faut parfois s'isoler. L'isolation peut tuer l'esprit. Et si vous êtes isolé, vous êtes bien plus vulnérable pour ceux qui souhaitent vous faire penser certaines choses. Ça va couper. Please. Ça, c'est de l'ingérence. Voir une intervention. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que peut-être que le temps accordé sur cette plateforme était en partie et fini. Donc, un petit commentaire, si vous permettez. Alors, j'enseignais sur le terrorisme par le passé, mais ce que je voulais dire sur la résistance, c'est assez pessimiste, mais cela ne vient pas des scientifiques politiques, mais nous faisons face à une ère de technologie basée sur l'intelligence artificielle, les robots, etc., toute la robotique. Donc, personne ne peut résister à cela. Et la raison, il est important de se connecter aux autres, de travailler sur soi, parce que le monde va avancer à sa manière et il est important de nous sauver nous-mêmes. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot par rapport à ces échanges, ce débat, en tant que journaliste et en tant qu'enseignant. Alors, sur la question du terrorisme, pourquoi j'ai été dubitatif? Parce que je pense que ce type de question est pour moi le résultat d'une forme d'ingérence. Ne le prenez pas pour vous, madame, mais dès lors que l'on galvaude un terme, dès lors que l'on cherche à redéfinir un terme comme démocratie, comme terrorisme, comme guerre, comme je ne sais quoi, on est là dans un débat entre deux narratifs. Un qui va rester fidèle à une définition et l'autre qui va chercher à polluer
cette définition en proposant quelque chose d'alternatif. Quand Trump dit « j'ai créé mon réseau social qui s'appelle Truth », il faut se rendre compte qu'il est en train de dénaturer le mot vérité. Et nous, on tombe dans le piège. Ah. Peut-être pas avoir... Ensuite, par rapport à l'intervention de Frédéric sur la source, moi, je suis aussi journaliste. Je peux vous assurer, et je vous demanderai vraiment là, en tant qu'enseignant et journaliste, c'est ce que je dis à mes étudiants et ce que je dis avec nos collègues quand on en parle. Dès que vous recevez une info, enfin, soi-disant une info, parce que ce n'est pas le mot, dès que vous recevez un élément qui porte des ingrédients, des items d'information, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, une photo, que ce soit sur Facebook, n'importe quoi, demandez toujours à votre interlocuteur, c'est quoi ta source ? C'est quoi ta source ? Et là, vous verrez déjà. Ensuite, on aime, on n'aime pas, mais les journaux, les médias professionnels ont des comptes à rendre aux citoyens. Donc, quelque part, ils n'ont aucune raison de mentir, même si c'est pour un scoop. Allez tout de suite faire des recoupements avec des journaux sérieux, des médias sérieux, des univers sérieux. Ça, c'est important aussi comme moyen de recouper et de vérifier l'information. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier de votre riche participation. Restons vigilants. Et je demande encore une fois d'applaudir donc notre amie Nancy Snow aux États-Unis. Je ne sais pas si elle nous entend. D'applaudir aussi Madame Olivera Injak, maire de Podgorica. Et d'applaudir mon ami Frédéric Charillon, universitaire. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Thank you so much, Nancy. Thank you. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Non. And a big round of applause. C'est mon espace.